Eh bien, il est 11 heures, donc nous allons pouvoir démarrer notre web séminaire. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue dans ce web séminaire MOPA, Office de tourisme de France, sur la fête de séjour. Alors, nous avons déjà traité du sujet le 17 janvier dernier au cours d'un web séminaire spécial élu. Mais devant le nombre de questions sur le sujet, autant à la MOPA qu'à Office de tourisme de France, nous avons décidé de relancer un nouveau web séminaire sur le sujet. Je vais présenter rapidement Yannick et moi-même. Moi, je suis Laure Dubois, chargée de développement à la MOPA. Et donc, notre intervenant sera pendant ces prochaines minutes Yannick Bertolucci d'Office de tourisme de France, qui est chargé de communication et de relations institutionnelles. Donc, il reçoit régulièrement beaucoup de questions sur cette thématique. C'est pourquoi nous lui avons demandé d'intervenir, de faire une intervention supplémentaire et un peu plus technique que la première intervention que nous avons pu faire le 17 janvier dernier. Donc, au nom de la MOPA et d'Office de tourisme de France, nous vous remercions de participer à ce moment d'échange qui va se dérouler de la manière suivante. Donc, 30 minutes vont être consacrées à la présentation du sujet. Donc, vous verrez, Yannick va vous passer quelques slides. Et le reste du temps nous permettra de répondre à vos différentes questions que vous pouvez poser en bas à droite de votre écran de la conversation, puisque là où vous avez tous mis bonjour. Ces questions seront traitées vraiment à la fin pour plus de confort, puisque si on répond vraiment aux questions en même temps que Yannick parle, ça peut vraiment fausser un petit peu l'échange. Donc, on répondra à ces questions à la fin. Pour votre confort, vous pouvez activer ou désactiver le plein écran en cliquant sur le bouton en haut à droite. Voilà, simplement pour vous dire que vous retrouverez ces ressources de web séminaire sur le site de la MOPA. Je vous enverrai un lien après le web séminaire pour que vous retrouviez l'ensemble des éléments. Nous avons également fait une foire aux questions sur le site de la MOPA avec le web séminaire du 17 janvier. Donc vous retrouverez l'ensemble de ces éléments. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Yannick essaiera de répondre si vraiment il a un souci pour répondre, parce qu'on n'aura peut-être pas la réponse à toutes les questions. On s'engage à chercher les réponses, si elles existent, et à vous les faire parvenir. Voilà, ben écoutez, je vais laisser la parole à Yannick. Là, c'est à toi, Yannick. Très C'est bien, parti. merci Laure. Bon, bien, bonjour à tous. Donc les présentations ont été faites. Donc moi c'est Yannick. Donc je travaille donc à la Fédération nationale des offices et en effet donc depuis le début je suis cette fameuse taxe de séjour voilà qui a été réformée comme vous le savez depuis la dernière loi fin décembre. Alors rapidement ce que l'on va voir ensemble donc aujourd'hui. Alors tout d'abord après un petit préambule. Sur cette réforme, on va rappeler les principes généraux. Ensuite, on va voir ensemble toutes les modifications donc vraiment majeures. Et ensuite, on va un petit peu parler de choses un peu plus délicates qui est la conséquence voilà, de cette réforme sur les délibérations qui sont en cours et celles qui ont pu être prises avant la réforme de décembre. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il y a une réécriture totale des articles, c'est-à-dire qu'on a fait un petit peu, on pourrait dire tabula rasa. Donc ça, dans l'esprit, c'est bien ce qu'il faut se mettre, parce qu'on me parle souvent, et ça, qu'est-ce que c'est devenu, Donc bon, c'est vraiment une réécriture totale. Donc cette réforme, comme vous le savez, est rentrée en vigueur donc depuis le 1er janvier 2015. Ensuite, il y a deux choses qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'on est en attente donc de parution de décrets, et notamment de décrets importants concernant donc la taxation d'office qui, enfin, on a réussi au bout de pas mal d'années de revendications à l'obtenir. Ensuite, la grande nouveauté qui sont la collecte par les plateformes de réservation en ligne. Là aussi, le principe a été émis dans la loi, mais les modalités, on ne le sait pas encore. Donc, niveau décret, on nous a affirmé peut-être qu'au courant mars, on aurait peut-être déjà les premiers qui seront publiés. Ensuite, une chose très importante également, aussi bien les services du ministère en charge du tourisme, mais également ceux des collectivités territoriales du côté du ministère de l'Intérieur vont créer une circulaire globale qui va retracer un petit peu tous les éléments.
Donc ça, ce sera quelque chose d'assez important parce qu'elle pourra donner des réponses à certaines questions que l'on se pose au niveau de l'interprétation des nouvelles dispositions. Et ensuite, j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est qu'on entend beaucoup de la part des communes et notamment des offices, ce n'est pas une obligation d'augmenter les tarifs. Voilà, chaque collectivité est libre. Ça, c'est une chose qu'il faut également mettre en avant. Alors, on rappelle les principes généraux. Donc, la taxe de séjour est toujours facultative pour les communes. Pour les communes à vocation, bien sûr, touristique de manière générale, et également facultative pour les EPCI. Alors, en ce qui concerne les intercos, comme vous le savez, s'il y a une délibération, ça n'a pas changé, s'il y a une délibération contraire d'une ou des communes membres, c'est toujours la commune qui percevra la taxe de séjour. Ensuite, la période de perception, eh bien, elle est libre. Elle est toujours déterminée par la collectivité, soit à l'année, soit 3 mois, soit 6 mois, soit également une période fractionnée. Ça, c'est toujours pareil. Ensuite, deuxième chose, les deux types de régimes ont également été maintenus, ou bien une taxe de séjour au réel, ou bien une taxe de séjour forfaitaire. Et surtout, il y a eu, ça a été en suspens pendant quelques semaines, la mixité des deux régimes, selon bien sûr la nature d'hébergement, est maintenue. Voilà. Elle avait été supprimée au début dans le projet de loi initial, mais ensuite on a réussi à la réintroduire, voilà, ce qui était quand même quelque chose d'important pour bon nombre de communes. Et aussi, une chose là-dessus, sur cette mixité, la période de perception doit être la même. On nous a souvent posé la question, est-ce que je peux mettre au réel, par exemple, mes hôtels à l'année et mes meublés au forfait que sur 6 mois? Non. Là, on se heurte au principe d'égalité devant l'impôt. Donc, on a fait expertiser ça, notamment auprès de notre cabinet d'avocats, et pour lui, il recommande qu'il y ait la même période de perception, aussi bien réel ou forfait. Voilà. Ensuite, on rappelle rapidement, donc le réel, bien sûr, s'applique sur les visiteurs, sur tous ceux qui ne paient pas la taxe d'habitation dans la commune, ou par extension, on pourrait dire la communauté de communes. Et la taxe forfaitaire, le principe, elle est sur les hébergeurs. Et ensuite, une dernière chose qui pourrait paraître logique, mais c'est bien de le rappeler, que la taxe du séjour s'applique sur les hébergements à titre onéreux. On nous a souvent demandé qu'est-ce que je fais de mes aires de service, etc. gratuits. Non, c'est sur tous les hébergements à titre onéreux. Alors, rapidement, les modifications majeures. Donc on a la nouvelle catégorie Palace, la nouvelle catégorie 5 étoiles. On a une augmentation du plafond du 4 étoiles qui passe à 2,25 au lieu de 1,50. On a l'augmentation également du plafond de la catégorie 3 étoiles qui passe à 1,50 au lieu de 1 euro. On a aussi également l'augmentation des hébergements non classés de toute nature. Il était de 40 centimes, là on a réussi à l'avoir à 0,75. On aurait aimé que ces hébergements non classés soient un petit peu mieux revalorisés, mais malheureusement à la fin ils ont voulu rester une augmentation assez mesurée. Et ensuite il n'y a pas de modification pour port de plaisance, les hébergements 1 étoile, 2 étoiles et pour tous les campings, malgré là aussi je dis nos revendications. Mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir réussi quand même à permettre aux collectivités d'augmenter quand même sur les catégories plus élevées. Ensuite, grande nouveauté, alors qui par certains côtés gêne pas mal de collectivités, qui est la catégorie chambre d'hôte. Voilà, il y a une catégorie bien spécifique aux chambres d'hôte, contrairement à l'ancien régime, où vu qu'il y avait un certain flou, on assimilait les chambres d'hôte aux meublés. Et par la même occasion, on arrivait à créer des équivalences en fonction des épis ou des clés. Tandis que là, ça a été complètement remis à plat. Il n'y a plus qu'un seul tarif unique entre
0,20 et 0,75. Il y a une réponse, il y a une réponse à ça. Hein. C'est que cette histoire de chambre d'hôte donc a été remis à plat tout simplement parce que il n'y a pas d'assise juridique. C'est-à-dire que dans la mesure où il n'existe pas de classement officiel pour les chambres d'hôtes, il ne peut pas y avoir d'équivalence. Voilà, c'est le principe qui a été mis en place dans le cadre de cette refonte de la taille du séjour. Donc on redit bien un seul tarif, quel que soit l'EPI ou les clés vacantes, quelle soit la labellisation, tout simplement. Autre modification également que l'on revendiquait, c'était les aires de camping-car. Donc là, désormais, en effet, on a une catégorie spécifique pour les aires de camping-car et on a également, il y a la notion qui a été inscrite également, qui est le parc de stationnement touristique par tranche de 24 heures. Voilà. Donc là aussi, un tarif unique entre 20 centimes et 75 centimes. Alors, l'application, il est vrai, elle est un peu complexe. Hein. On nous demande souvent, des collectifs demandent comment on fait. Ben écoutez, il y a globalement deux solutions pratiques qui est ou bien envoyer un agent pour aller récolter la taxe tous les jours, ou bien une sorte de parc-mètre. Voilà, c'est souvent les deux éléments que les collectivités qu'elles mettaient déjà en œuvre, malgré que la catégorie ne soit pas reconnue dans le cadre de la loi, mais c'était déjà quand même une pratique qui était mise en œuvre déjà sur le terrain. Donc là, elle a été en effet légalisée. Ensuite, peut-être un petit zoom sur une catégorie où on a eu énormément de questions, qui est la catégorie un petit peu hétéroclite des une étoile. À l'intérieur, vous avez les hôtels une étoile, les chambres d'hôtes, les aires de camping-car. Alors la question qu'on nous a souvent posée, est-ce que je peux faire un tarif différent en fonction justement de l'hébergement? Eh bien, on a également fait expertiser ça. Il n'y a aucun obstacle à créer un tarif différent en fonction de la catégorie de cette tranche du barème. Donc par exemple, rien n'empêche de mettre les hôtels une étoile à 40 centimes, de mettre vos aires de camping-car à 50 et de mettre vos chambres d'hôtes à 75 centimes. Voilà. Autre nouveauté, alors j'espère qu'elle ne mettra pas entre guillemets le bordel chaque année, mais il y aura est prévu donc une indexation donc des limites de tarifs en fonction des prix à la consommation. Donc ce qui implique que par exemple la catégorie par exemple des campings et des ports de plaisance une étoile à 20 centimes risque chaque année d'augmenter. Par exemple, en fonction des prix, moi je n'ai pas d'idée, à 25 centimes, etc. Donc il y aura une revalorisation chaque année, qui impliquera eh bien des redélibérations pour redélibérer en fonction des tarifs qui ont été revalorisés chaque année. Donc là, on s'achemine vers ça logiquement. Alors, au niveau du calcul, ce sera un arrondi au dixième d'euro, mais des décrets sortiront également sur cette question-là. En même temps, logiquement, que les autres décrets sur la taxation d'office et de la collecte par les plateformes de réservation en ligne. Alors, un petit zoom également sur une catégorie, sur les hébergements non classés, où beaucoup de questions sont posées, mais alors là, on n'a malheureusement pas de réponse précise et on espère que la circulaire viendra apporter plusieurs précisions. Si on lit littéralement le nouveau barème, pour ce qui concerne les non classés, on a finalement maintenant 3 qualifications. On a à la fin de chaque barème, à la fin de chaque tranche du barème, la notion d'établissement présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes. Donc, ce qui laisse à penser que, par exemple, les établissements qui ne se seraient pas reclassés selon la nouvelle norme
pourrait rentrer dans ce cas-là et on pourrait déclarer que comme ils étaient classés auparavant 3 étoiles et qui présentent des caractéristiques de classement touristique équivalentes pourraient être assimilés à cette équivalence. Donc. Cependant, si l'on va plus loin dans le barème, on s'aperçoit que l'on a établissement en attente de classement ou alors établissement sans classement. À l'heure actuelle, on ne sait pas clairement que signifient ces 3 qualifications dans les faits. Donc, si une collectivité décide d'instaurer des équivalences de classement, pour certains donc, de leurs hébergements qui sont non classés, eh bien, il faut, je pense, le faire vraiment en fonction de critères objectifs précis et savoir bien le justifier et notamment aller visiter les établissements. Entre guillemets que l'on pourrait donner, c'est que si les collectivités ne sont pas en mesure de créer des équivalences selon des critères objectifs, eh bien malheureusement ils doivent être dans la catégorie hébergement non classé en attente de classement ou sans classement. Voilà. Maintenant, on espère que la circulaire viendra quand même détailler un peu plus. Ensuite, au niveau des exonérations, là aussi, il faut faire tabula rasa de tout ce qui se faisait avant. Il n'y a plus que 4 cas, à savoir les personnes mineures. Donc ça, c'est un grand changement, hein, puisque ce qui signifie que les mineurs entre 13 et 18 ans qui ne payaient pas aujourd'hui, eh bien, ils sont tous qui payaient, excusez-moi, aujourd'hui, ils sont exonérés. Donc là, on a pu voir que ça pouvait poser quelques soucis, notamment de perte de taxes de séjour dans des zones très touristiques, notamment sur le littoral Languedoc, etc. Alors, bien que chacun ne pourra pas s'y retrouver, il y a quand même toutes les réductions famille, etc., qui là aussi sont tombées. Voilà. Donc ça redemandera une revalorisation logiquement de certains tarifs pour ne pas perdre, je dirais, une masse de taxes de séjour qui auparavant était prélevée. Première chose. Deuxième chose, les titulaires, ça n'a pas changé. Tous les contrats saisonniers employés dans la commune ou le groupement de communes également sont exonérés. Les personnes également bénéficiant hébergement d'urgence, relogement temporaire. Et ensuite, une 4e catégorie, alors là, assez compliqué, il faut avouer, que l'on a désigné donc des personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Alors, l'idée ici, c'était de permettre l'exonération des auberges de jeunesse ou bien des hébergements associatifs non marchands qui proposent justement des nuitées à prix modique. Donc, dans la pratique, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le conseil municipal ou le conseil communautaire peut donc déterminer un montant en dessous duquel la taxe de séjour ne s'applique pas. Alors, ça paraît simple, cependant, dans la pratique, on pourrait se heurter au camping. Par exemple, souvent, il y a 10 €, ça peut être aller en moyenne 8-10 €. Donc, si la collectivité souhaite exonérer, par exemple, toutes les nuitées en dessous de 20 €, il faut faire attention parce que là, les campings pourraient être exonérés. Donc cette 4e exonération, elle est assez délicate. Alors moi, je sais que il y a des communes qui ont carrément mis 4 €. Voilà. Pour ne pas justement prendre le risque d'exonérer. Parce que si on regarde, on parle de locaux. Alors locaux, est-ce que c'est les hébergements qu'on pourrait dire en dur ou bien ce sont tout type d'hébergements? Donc là aussi, il y a un certain flou auquel malheureusement on ne peut pas répondre. Donc si, là pour cette année, attendons des précisions,
Si vous ne voulez pas vous risquer à exonérer éventuellement certaines catégories comme les campings, eh bien, il faut mettre vraiment un tarif très bas. Voilà, c'est la seule chose que l'on peut préconiser pour se prémunir d'éventuels problèmes sur cette question. Ensuite, rapidement, on parlait surtout de taxe de séjour réelle. Là, pour ce qui est la taxe de séjour forfaitaire, donc le calcul, donc on le rappelle, est le suivant, donc le nombre d'unités de capacité d'accueil. Donc l'unité de capacité d'accueil, ou bien c'est l'unité de capacité d'accueil de l'arrêté de classement, ou bien si il n'y a pas d'arrêté de classement, c'est déclaratif, voilà, de la part de l'hébergeur, fois le tarif de la taxe, fois le nombre de nuitées. Alors, avec un abattement. Alors, au niveau des abattements, il n'y a plus qu'un seul abattement en fonction de la durée d'ouverture de l'établissement. Et donc, il n'existe plus d'abattement facultatif. Cependant, la fourchette a quand même été un petit peu augmentée. L'abattement, il est compris entre 10 et 50%. Donc, un exemple tout bête, vos établissements ouverts à l'année, vous pouvez les mettre à 50%. Vos établissements ouverts 6 mois dans l'année à 25%. Voilà, ça c'est vraiment au libre arbitre de la collectivité en fonction des différents cas qu'elle peut avoir sur son territoire. Ensuite, concernant la taxe de séjour forfaitaire, il y a une nouvelle obligation claire qui est inscrite donc dans les articles sur la taxe de séjour, qui est l'obligation donc pour l'hébergeur de déclarer en mairie au plus tard 1 mois avant le début de la période de perception la nature de son hébergement, la période d'ouverture et la capacité de son hébergement. Ensuite, maintenant voyons voir un petit peu plus en détail les conséquences sur les délibérations. Alors, rappelons les principes généraux. Toute délibération, ce qui est inscrit clairement dans la loi, doit être prise avant la période de perception. Donc, si on lit littéralement les articles, il n'y a pas de délai légal précis, puisque c'est avant la période de perception. Cependant, on peut voir notamment dans toutes les jurisprudences, etc., et notamment dans, rappelez-vous, la dernière circulaire la plus détaillée sur la taxe de séjour, qui était sur l'ancien barème, mais qui est quand même une base, qui est la circulaire de 2003, on préconise quand même ce qu'on appelle en droit un délai raisonnable. Voilà. Pourquoi un délai raisonnable? Tout simplement pour pouvoir pour pouvoir mettre en place vos concertations, pour pouvoir informer les professionnels un maximum. Et il y a une préconisation de cette circulaire. Je pense que ce sera la même chose dans la prochaine circulaire qui détaillera la nouvelle réforme. Par exemple, on nous dit qu'il faudrait délibérer en juillet pour le mois de janvier, pour avoir le temps que l'information passe. Bon. Cependant là, vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué, en effet, puisque là, le temps urge, puisque la réforme est en œuvre depuis le 1er janvier. Donc, en temps normal, c'est pour ça, il faudrait quand même respecter à peu près des délais raisonnables. Donc maintenant, si l'on regarde concrètement pour cette année, on a 2 cas de figure. Alors, on a pour les collectivités qui appliquent la taxe du séjour sur une courte période après le mois de janvier, par exemple ceux qui la mettent en place à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Donc il n'y a pas de souci majeur, il faut adopter dès que possible une nouvelle délibération avec donc éventuellement une augmentation des tarifs si la collectivité le souhaite, le rappel, le tarif chambre d'hôte également, bien remettre un nouveau tarif pour les chambres d'hôte et bien rappeler toutes les exonérations. Par contre maintenant, pour les collectivités qui l'appliquent à l'année, alors logiquement, bien, il y a une délibération qui a déjà été prise avant la publication de la loi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les recommandations, c'est 1. Abroger dès que possible l'ancienne délibération et en adopter une nouvelle rapidement. Avec, là aussi, pour être en adéquation avec la loi, surtout sur le tarif chambre d'hôte et le rappel, bien sûr, des exonérations légales.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une question qu'on nous pose souvent, de la période du 1er janvier jusqu'à la date entrée en vigueur de la nouvelle délibération. Alors, là aussi, on l'a fait expertiser par notre cabinet d'avocats, et c'est également une question qui a souvent été évoquée dans les débats parlementaires. Les anciennes délibérations ne perdent pas leur caractère exécutoire, c'est-à-dire qu'elles sont toujours applicables. Seulement, il est vrai que certaines dispositions, je le répète, comme le tarif chambre d'hôte et l'exonération, en effet, sont illégales. Donc, le cabinet d'avocats nous explique que, en effet, on ne peut pas faire autrement. Cependant, eh bien, malheureusement, si un contentieux arriverait, eh bien, c'est vrai que malheureusement, la collectivité territoriale, elle perdrait. Cependant, on ne peut pas faire autrement parce que l'adoption a été tardive, et c'est vrai que il y a malheureusement pas eu de mesures transitoires. Voilà. Mais, on le répète, vos anciennes délibérations ont toujours leur caractère exécutoire. Donc logiquement, dans cette période du 1er janvier jusqu'à la date d'entrée en vigueur de votre nouvelle délibération, c'est l'ancien régime qui s'applique, malgré que certaines dispositions soient illégales. Et ensuite, dès votre nouvelle délibération, bien informer tous vos hébergeurs des nouvelles exonérations et notamment du tarif chambre d'hôte. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Donc là, voilà, donc on écoute toutes vos questions, et en espérant pouvoir répondre, voilà. Mais je pense que certaines, malheureusement, on n'aura pas de réponse, puisqu'on n'a toujours pas, malheureusement, d'interprétation claire de la part des services de l'État. Voilà, merci. Alors, donc je reprends la main pour poser l'ensemble des questions. Donc Yannick, prépare-toi parce qu'il y en a un paquet. Oui. Alors, Marjorie nous demande, une question est restée sans réponse hier. Quid des bateaux qui stationnent en dehors des ports de plaisance, pardon. Alors, pour les ports de plaisance, alors là aussi, il y a souvent eu beaucoup d'interprétations. Pour les ports de plaisance, c'est vraiment au niveau des anneaux qu'il faut raisonner. Je pense pas que les bateaux qui sont en dehors de l'anneau soient taxés. Là, j'aurais pas vraiment de détails précis. Je pense que dans un premier temps, là, pour répondre, il faudrait se reporter à l'ancienne circulaire de 2003, où il y a tout un détail là-dessus. Elle est encore, on la trouve encore facilement sur Internet. La circulaire 2003 sur la taxe de séjour. Il y a tout un chapitre sur la taxe de séjour. Mais pour eux, pour la circulaire, c'est l'anneau qui déclenche la taxe de séjour. Voilà. Donc je sais pas si là j'ai donner un premier élément de réponse à cette question. Merci Yannick. Donc une deuxième question. Donc, quid de la taxation des camping-cars à la personne et non au véhicule? C'est une question. Alors, là aussi, il n'y a pas de réponse forcément précise. Je sais que certaines collectivités partent du principe qu'il y a 2 personnes par camping-car, donc 2 nuitées. Voilà. En ce qui concerne les parcs-mètres, je dirais. Maintenant, s'il y a un agent, et là il pourra voir clairement combien il y a de personnes. Mais en effet, c'est une question. C'est une question qui est souvent mise en avant. Mais on peut partir, par exemple, décréter qu'il y a 2 personnes par camping-car. Ok, merci Yannick. Une question de Carole Tanazak. En cas de taxe de séjour instaurée à l'échelle de la communauté de communes, les habitants payant une taxe d'habitation de la communauté de communes sont-ils exonérés de taxes s'ils logent dans un hébergement de tourisme de la communauté de communes? Alors,
sur cette question-là, oui. Euh, dans l'âme, si la taxe de séjour donc est instaurée par la communauté de communes, en effet, on peut, je pense, raisonner un petit peu par extension et dire qu'en effet, si la personne habite dans cette communauté de communes, logiquement, ben, si elle paye une taxe d'habitation dans ce territoire, donc en effet, logiquement, elle serait exonérée. Ça oui. Voilà. Mais ça, c'est une question qu'on va essayer c'est une question qui arrive souvent. Et c'est vrai que on va essayer de la faire un petit peu expertiser auprès du cabinet d'avocats ou bien redemander auprès du service des ministères, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très clair, parce qu'on parle toujours de communes sur les articles taxe de séjour, et on parle rarement on dit pas commune ou groupement de communes. Mais logiquement, une part de la taxe d'habitation part aux communautés de communes. Donc en effet, on peut, je pense, raisonner au niveau du territoire de la communauté de communes pour cette exonération. Voilà. Merci Yannick. Une question d'Alexandra Brisson. Concernant le tourisme fluvial, qu'en est-il des loueurs de bateaux habitables? Peut-on considérer que ce sont des hébergements touristiques? Certains loueurs nous répondent qu'ils doivent être considérés comme des moyens de transport. Ouais. Là, honnêtement, là, j'aurais pas de réponse là-dessus. Ça, je vais le noter parce que il me semble que sur cette question, il me semble qu'il y avait une question parlementaire qui avait été posée là-dessus et que les services avaient apporté une réponse. Je vais le noter. Je saurais pas répondre, honnêtement. Il faudrait que la personne me recontacte. Approfondir en cas de besoin. Une nouvelle question donc de Marjorie. Pour la revalorisation, selon l'indice de l'INSEE, est-il obligatoire ou juste sur les seuils et les plafonds? Et quid des campings qui sont fixés à 0,20? Oui. Donc, comme je l'ai dit, donc logiquement, si on réfléchit, lorsque la commune ou le groupement de communes se situe entre le plafond entre le plancher et le plafond, logiquement, elle ne sera pas obligée de le revaloriser à chaque fois, sauf si elle le souhaite. Cependant, c'est vrai que si la collectivité est au plancher et au plafond, donc en effet, ce sera revalorisé puisque le tarif, logiquement, changera. Et comme je l'ai dit, en effet, le 20 centimes qui est fixe, eh bien, obligatoirement changera tous les ans. Voilà. Donc, sur cette question, en effet, il est fort possible que tous les ans, on change de tarif. Merci, pardon de t'avoir coupé. Une question de Sandra de Pau-Pyrénées Tourisme. Dans le cas de l'ouverture d'un nouvel hôtel ou l'hébergement, l'hébergeur est-il exonéré sur une période? Ah oui, ça je l'ai pas précisé. Non, cette exonération n'y est plus, logiquement. Voilà. Il y a peut-être, il faut juste que je vérifie. Il est possible que ça dure encore, 2 ans là, qu'il y ait une mesure transitoire là-dessus et que ça marche encore pour les 2 années à venir, mais ensuite cette exonération n'y est plus. Voilà. Mais c'est à vérifier cette question-là pour la période là à court terme. Mais sinon, sur le principe, elle n'existe plus cette exonération. D'accord, merci Yannick. Une nouvelle question donc de Samuel de Rochefort-Océan. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. C'est bien d'avoir fait apparaître les chambres d'hôtes, mais les auberges de jeunesse ont été oubliées. Les auberges de jeunesse, il n'y a pas de, enfin, elles sont pas clairement désignées dans le barème, l'auberge de jeunesse. Voilà. On parle d'auberge de jeunesse seulement dans la supposition, disons, dans les hypothèses d'exonération du 4e cas sur le fameux montant à déterminer par la collectivité. Mais sinon, les auberges de jeunesse ne sont pas clairement désignées dans le barème. C'est juste une hypothèse du 4e cas.
D'accord, merci. Une question Si j'ai d'Alexandra répondu à la Doudson, de question. nouveau. Comment doit-on taxer les clientèles qui séjournent dans les hébergements insolites de type yacht, lodge, cabane de trappeurs? Alors là, c'est vrai que c'est souvent on aborde cette question-là des hébergements un peu insolites. Logiquement, si l'on regarde le barème et qu'on raisonne par équivalence, moi je pense que cette catégorie-là, il faut la mettre dans la tranche hébergement non classé, tout simplement. Je pense que c'est déjà ce que font la plupart des collectivités pour voilà, classer ces hébergements insolites. Si par mètre, comment vérifier le nombre de personnes et est-ce obligatoire de taxer les aires de Entendu, camping-car pardon. gratuites? Ça a coupé, pardon. J'ai pas entendu. Pardon, je répète. 6 par mètre, comment vérifier le nombre de personnes et est-ce obligatoire de taxer les aires de camping-car gratuites? Non, comme je l'ai dit au début, les aires de camping gratuites donc ne sont pas taxées puisque ce sont des hébergements à titre onéreux. Voilà, donc euh, tout ce qui est gratuit ne doit pas être taxé. Alors là, j'avoue que sur les aires sur ces aires de camping-car, il y a pas de règles précises. Là, c'est vraiment, oui, je sais, c'est clair que ce parc-mètre, ben, on pourrait pas vérifier. Donc si on veut être très clair et vraiment taxer toutes les personnalités, il faut qu'il y ait un agent qui aille tous les jours. Voilà, c'est vraiment, c'est la seule solution. Voilà. Là aussi, il y a pas de réponse D'accord. claire et de pratique claire Il là-dessus. reste 24. J'imagine que c'est la même réponse. Il faut qu'il y ait un agent qui puisse vérifier ce type d'information, en Exactement. fait. Voilà, c'est là, oui. D'accord. Une autre question qui est un peu longue. Comment considérer les mobil-homes résidentiels donc qui appartiennent à des particuliers et qui sont présents dans les campings? Ces personnes ne paient pas de taxes d'habitation. Pouvons-nous taxer les visiteurs du camping au réel et les mobil-homes résidentiels présents sur ce même camping au forfait? Euh, la taxation, enfin la mixité là du régime, je pense que ça va être un peu compliqué parce que c'est une nature d'hébergement, un type de régime. Donc là, si les mobil-homes sont dans la catégorie global camping, euh, moi je pense que, enfin, d'après moi, c'est assez difficile de détailler ça, d'avoir vraiment ce détail aussi précis dans la mixité du régime, à mon avis. Hein. Ça, c'est pour la deuxième partie de la question. Et pour la première partie de la question, tu dis, Laure, excuse-moi, c'était, je sais plus. Alors, c'est comment considérer les mobil-homes Oui. résidentiels donc qui appartiennent à des particuliers qui sont présents dans les campings? Alors, sur cette question, je crois qu'attends, il me semble qu'il y a un élément de réponse dans une des fiches, dans la dernière fiche juridique que l'on a publiée. Euh, Logiquement, si ces personnes-là ne payent pas de taxe d'habitation, je crois que la taxe de séjour s'applique. Alors, attendez, je vais vérifier ça. Si c'est un office qui est adhérent, il a accès à cette fiche. Hein. Il y a pas de souci. On l'a mise en ligne la semaine dernière. Mais je vais vérifier ça. Je l'ai devant moi. Alors, voilà. Euh, disons, lorsque sont si ces mobil-homes sont des habitations légères, assimilées donc à des caravanes
lorsqu'elles conservent leurs moyens de mobilité et par conséquent, donc elles sont assujetties à la taxe du séjour, logiquement, oui. Quelle que soit la catégorie de terrain aménagé ou la durée des stationnements. Là, c'était une réponse qui avait été donnée dans les années 90, c'était c'est assez vieux. C'est une réponse qui avait été donnée des services du ministère. Donc, en effet, logiquement, ces habitations, ces momilos sont assujettis à la taxe du séjour, dans la mesure où elles ne payent pas de taxe d'habitation. C'est à la page 5 de la fiche juridique d'Office de tourisme de France. Voilà, si la personne souhaite l'avoir, ou bien elle va sur l'extranet de la fédération, sinon elle revient vers moi et je peux lui transférer. Tu donnes éventuellement mon adresse mail à la fin et chacun pourra sans problème me recontacter s'ils veulent plus de détails. Ok, Yannick, merci. Une question de Christophe Bergamini de Kaisersberg. Elle arrive quand, la circulaire? Circulaire, on nous a dit oralement pas avant fin mars, voilà, puisque ils attendent également que les décrets soient rédigés pour pouvoir faire une circulaire globale, voilà. Donc avant mars, d'après moi, ce sera difficile de l'avoir, cette fameuse circulaire. Une question de nouveau d'Alexandra. Dans l'attente de la publication des décrets relatifs à la procédure de taxation d'office, quelles sanctions peut-on prendre à l'encontre des loueurs réfractaires, non-déclaration, non-reversement de la taxe de collectivité? Là, logiquement, il n'y a pas de sanction particulière, puisque la sanction là maintenant majeure de ces nouvelles réformes, ce sera la taxation d'office. Donc il faudra attendre à la fin de l'année ou à la fin de la période de perception les détails pour pouvoir déclencher la procédure de taxation d'office. Là pour l'instant, il y a pas de sanction particulière à mettre en œuvre. Logiquement. Ok. Une question de Sandra de Pau Pyrénées Tourisme. Pour les hébergements de longue durée, stagiaires, emploi, faut-il un contrat de location-bail pour être exonéré ou une convention de stage suffit? C'est des personnes qui viennent travailler plusieurs mois dans des entreprises privées, elle précise. Moi là, honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. Logiquement, si on lit vraiment littéralement les exonérations, on parle vraiment de saisonniers, on parle vraiment des contrats de travail saisonniers. Donc, est-ce que après, par extension, on peut également exonérer ces personnes-là, convention de stage, etc. Moi, je ne saurais pas répondre. Il faudrait ou bien la circulaire nous donnera un peu plus de détails. Sinon, là, rapidement, il faudrait que cette personne-là pose la question au service juridique, qu'on fasse de la Fédération nationale et qu'on fasse expertiser ça par notre cabinet d'avocats pour voir ce qu'il en pense. Mais je saurais pas répondre, malheureusement. Voilà. Je répète, si la personne est adhérente, il n'y a pas de souci. Elle peut poser la question au service, il n'y a pas de souci. Une personne engagée par la communauté. Non, pardon, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Pour la deuxième exonération, c'est un contrat sur le territoire de la communauté de communes ou une personne engagée par la communauté de communes? Non, c'est pas engagé. C'est noté, c'est dans la commune. C'est pas engagé par la commune, c'est dans la commune. Oui, c'est toutes les personnes qui travaillent dans la commune ou la communauté de communes. Oui. D'accord, merci. Une question intéressante, est-ce qu'un pays peut collecter la taxe de séjour pour ces 8 intercommunalités? Alors, moi je dirais non parce que logiquement c'est
c'est ou la commune ou les communautés de communes. Moi, je dirais que non, c'est les 8 communautés de communes qui doivent la percevoir, moi je pense. Hein. Euh, on pourrait voir ça un peu plus en détail, mais je pense pas qu'un pays puisse collecter la taxe de séjour. Non, c'est chaque communauté de communes qui devra le faire, à mon avis. D'accord. Je note la question, hein. Comme je vais te les envoyer, je note les questions auxquelles on doit un peu pousser pour trouver quelques réponses. Une question de Stéphanie Landé. Que fait-on des foyers de jeunes travailleurs et de logements foyers pour retraités? Bah, ils sont pas dans les cas d'exonération là, malheureusement. Euh, alors, foyer jeune travailleur, éventuellement, pourrait le mettre dans la catégorie travail dans la commune, mais franchement, je saurais pas dire. Mais là, logiquement, ils sont pas dans les 4 cas, donc à moins que, à moins qu'à la quatrième, que dans la quatrième exonération, la collectivité détermine un montant qui justement ne prendra pas en compte l'annuité de ce foyer jeune travailleur. Là, c'est possible, en effet. Donc, dans ce cas-là, ils pourront être exonérés. Il faut savoir si, par exemple, c'est 10 euros, bien voilà, la collectivité peut mettre un montant 10 euros. Mais, là, je répète, on a un souci sur éventuellement certains campings qui pourraient être exonérés parce que ça fait 10 euros. Voilà. Donc là, c'est vrai que cette quatrième exonération, là, aujourd'hui, est très floue. Elle a été, pour vous dire, elle a été inscrite à la dernière minute, comme ça, au Sénat, et ils n'ont pas forcément réfléchi à toutes les interprétations et toutes les conséquences qu'elle pourrait avoir. Mais les foyers de jeunes travailleurs, moi, je les vois, par exemple, dans cette exonération avec le tarif à l'annuité. Juste pour préciser, du coup, Office de tourisme Foix-Vary qui nous dit que le foyer jeunes travailleurs ne sont pas des hébergements touristiques et l'OT Saône-Doubs-Bresse nous précise qu'il connaît un pays en Auvergne qui le fait. Ouais, Voilà, certainement. donc ah mais ça c'est peut-être pour les pays. Donc, effectivement, et Alexandra Brisson nous dit également que c'est le pays qui collecte sur son territoire. Ça c'était pour la question précédente. Alors j'ai pas mal de questions encore, hein, ça fuse pas mal. Samuel, donc pour toi, de Rochefort-Océan, qui nous demande, s'agissant d'un port de plaisance et d'un logeur qui loue une péniche à quai, on considère les taxes, alors je ne sais pas ce qu'il a voulu écrire, anneaux ou les taxes pour la nuitée. Euh, je saurais pas assez, j'ai pas assez de détails sur cette question des ports de plaisance. Il faut, pourra répondre plus tard. Je saurais pas dire exactement. D'accord. Une question, peut-on déjà délibérer pour prendre acte que les centrales de réservation peuvent percevoir la taxe de séjour en lieu et place des hébergeurs? Oui, rien n'empêche dans la délibération d'écrire ce principe-là. Oui, 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 bien sûr. Ok. Une question de Guénaël. Pour le régime du forfait, l'exonération sur 2 ans pour les nouveaux hébergeurs est notée maintenue pour les hébergeurs présents en 2014, mais qu'en est-il pour les nouveaux hébergeurs arrivés en 2015? Merci beaucoup. Alors, donc ben, ça détaille un peu plus ce que j'ai dit avant. Donc, logiquement, les nouveaux hébergeurs 2015, ils ne sont plus exonérés. Voilà. Une question de Audrey. Au forfait, les 2 premières années d'exploitation, c'est la même chose. Les 2 premières années d'exploitation sont-elles toujours exonérées? Donc, on répond à la même chose. Une question de Stéphanie Landé. La taxe est instaurée depuis le 1er janvier 2015. Des gîtes de groupe avaient signé des contrats en 2014 sans cette taxe de séjour. Doivent-ils la réclamer? Logiquement, oui. Oui, oui, elle s'applique au 1er janvier 2015, donc oui, en effet. Ils doivent la réclamer, pour moi.
D'accord. Une question de Sandra. Dans le cas de logement d'urgence pour le 115, doivent-ils payer les taxes de séjour? Non, non, c'est exonéré. Logement d'urgence, c'est exonéré, oui. Oui. C'est clair c'est le troisième cas d'exonération. C'est clair, c'est très clair, oui. Oui. Non, non, il n'y a pas de taxe de séjour. Puis c'est pas un hébergement touristique, hein. Une question de l'Office de tourisme Sauternes-Grave-Langon. Bonjour, comment applique-t-on les dispositions relatives à la taxe de séjour s'agissant des ouvriers qui viennent pour 1 ou 2 mois travailler sur le territoire, par exemple pour les forestiers? Si, si on les considère comme des contrats de travail saisonniers, oui, ils peuvent être exonérés pour moi, bien sûr, oui. Mais là encore, il y Une a pas d'interprétation, il n'y a pas d'interprétation vraiment précise. Mais oui, pourquoi? hébergement doit donc faire une Ah, j'ai pas déclaration entendu en encore, mairie chaque désolé. année. Pas entendu, désolé. T'as pas entendu. Dans le cas d'une taxation au forfait, un hébergeur doit donc faire une déclaration en mairie chaque année. Oui, 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 c'est tenu, c'est bien écrit, c'est bien écrit dans la loi. Pour pas dire de bêtises, je vais reprendre. Euh, taille de séjour forfaitaire. Alors, voilà. Oui, c'est le grand 1 de l'article donc 2333-43 donc qui dit bien que les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires donc sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard 1 mois avant chaque période de perception. Donc sur cette déclaration figure nature hébergement, Donc là, oui, logiquement, c'est avant chaque période de perception, oui. Donc logiquement, chaque année. Une question de Samuel de nouveau sur les taxations du parking touristique. Cela risque également de poser problème dans le cas d'un parking pour accéder à une île. Les touristes risquent d'être taxés 2 fois, parking et hébergement sur place. Désolé, j'ai pas encore entendu le début de la... J'ai pas entendu le début, je suis désolé encore. Attends, je te répète la question. Sur la taxation des parkings touristiques, cela risque également de poser problème dans le cas d'un parking pour accéder à une île. Les touristes risquent d'être taxés 2 fois, parking plus hébergement sur place. Euh, je pense pas avoir bien compris, mais les parkings, enfin le parking touristique n'est pas un hébergement, donc il est pas taxé. Ce sont que les aires de stationnement, etc. De camping-car. Je veux dire j'ai peut-être pas bien compris la question, mais le parking touristique n'est pas euh, un parking classique où on met des voitures en effet pour aller sur un site. C'est pas taxé, c'est pas un hébergement. Je sais pas après si j'ai peut-être pas bien compris la question, Peut-être mais que c'est hmm. du fait de payer le parking en fait. Ils payent le parking et après ils payent l'hébergement. Mais effectivement, il faudrait peut-être que Samuel reprécise sa question. Oui. Parce que bon, le parking Il y a touristique, on ne taxe pas le parking, c'est que pour les. Florence Girard, hébergement d'Airbnb, question à laquelle répond Office de Foix-Varilles, que ce sont des noms classés. Donc Yannick. J'ai pas compris. Pardon? Les hébergements Airbnb. Quid des hébergements Airbnb, par exemple? Alors oui, hébergement. Alors là encore, bon, on attend le détail du décret, mais donc déjà. Ce qu'on peut dire, il y a deux choses qu'on peut dire. La première chose, c'est que sur le réel. C'est déjà une première chose. Logiquement, ce ne sera pas prévu Airbnb, hein, sera pas prévu pour le forfait.
Ce sera prévu que pour le réel et que en effet, si on n'a pas, s'il n'y a pas de classement, en effet, c'est bien les hébergements non classés, le tarif hébergement non classé qui s'appliquera. Voilà. Ok, on va encore poser 3-4 questions et puis je pense que si on n'a pas répondu à toutes vos questions avec Yannick, on va faire un petit document auquel peut-être on posera les questions, les réponses et qu'on pourra vous envoyer par la suite. Parce que c'est vrai que là, on a beaucoup de questions et c'est difficile de pouvoir répondre à tout. Donc j'en pose encore 3-4. Au forfait, nous demande Audrey, pour une chambre d'hôte, peu importe son classement, le tarif sera le même? Oui, ce que j'ai dit, oui, oui. Il y a pas de classement pour les chambres d'hôtes. Donc, il y a une labellisation, mais il n'y a pas de classement officiel. Donc, c'est pourquoi ça a été complètement remis à plat et qu'il n'y a plus qu'un seul tarif. Voilà. En effet. Comment considérer les centres de vacances agréés, Yannick? Bon, c'est-à-dire, c'est une centre de vacances. Ben, la personne pose peut-être la question dans quelle catégorie elle le met. Est-ce qu'un centre de, ce n'est pas clairement écrit dans le barème, mais on peut l'assimiler, je suppose, à une résidence de vacances. Moi, je vois que, moi, je vois que cette solution-là, Ok. ou village de vacances, ou Donc, Camille nous demande qui doit aller faire le classement par équivalence. Le maire, le président de la Comcom, un agent de l'OT, un agent de la Comcom, pouvoir de police ou pas? alors, on avait évoqué cette question, je sais, avec les services du ministère. Pour eux, l'office ou la communauté de communes peut y aller, mais d'après ce qu'on nous a dit, l'hébergeur a le droit de s'y opposer. Voilà. Mais là encore, il y aura pas de, il y aura pas, il y a pas de réponse précise à ça. Voilà. Je crois que c'est vraiment, il faut être clair et le dire. Il n'y a pas de réponse précise à ça à l'heure actuelle sur ces équivalences de classement. Christophe nous dit c'est la fête, youpi. Oui, effectivement, ça a l'air d'être la fête, cette réforme. Encore une petite question. En fait, oui, on nous précisait sur là-dessus, sur le centre de vacances, Yannick, c'est un gîte de groupe qui est classé comme centre de vacances, en fait. Pose la question, enfin, la question Vergès, je ne sais pas, je ne connais pas le prénom, excusez-moi. Voilà. Euh, voilà. Donc la question précise, donc c'est quoi exactement? C'est, en fait, il a précisé, je pense, et il dit c'est un gîte de groupe qui est classé comme centre de vacances. D'accord. Héberge ou On va pousser un petit peu je, cette honnêtement, question. Une question j'aurais pas à répondre. de Question Alexandra trop. chez EPI ou clé pour les meublés de tourisme non classés mais labellisés. Oui, donc là, ça n'a pas sur cette question-là, ça n'a pas changé. Hein. C'était pour le meublé de tourisme. Contrairement aux chambres d'hôtes, il existe un classement meublé de tourisme. Donc, on peut créer des équivalences en fonction du label, mais parce qu'il existe un classement officiel. Donc, dans ce cas-là, en effet, on peut assimiler des meublés de tourisme 3 étoiles, 3 épis. En effet, c'est possible. C'est ce qui se faisait maintenant et ce qui est possible. Mais sur les chambres d'hôtes, non, parce qu'il n'y a pas de classement officiel. Mais oui, 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 on peut. En le justifiant bien, hein, c'est-à-dire en expliquant bien qu'un meublé 3 épis, ça équivaut 3 étoiles, oui. À aucun classement, c'est plutôt une reconnaissance par rapport à un agrément type jeunesse et sport. D'accord. Voilà, je pense
on en a fini avec les questions. On va essayer de compléter un peu tout ça, de mettre ça dans une foire aux questions, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions sur la Et thématique. Hein, après, il y a Yannick plein de... en énormément. Souvent, c'est des questions très, très précises et techniques où, enfin, nous, à la fédération, on n'a pas forcément la réponse, mais je crois que parfois, il faut le dire aussi, même pas les services ministériels ont parfois des réponses à certaines questions vraiment très précises. Donc, il faut essayer d'interpréter le plus juste, j'ai envie de dire. Ok, ben écoute, merci beaucoup Yannick, merci à tous. Je vais Merci vous à toi. envoyer le lien du PowerPoint. Et également un petit suivi qualitatif, bien sûr. Vous retrouverez sur le site de la MOPA l'ensemble des informations, puis n'hésitez pas à poser vos questions à Yannick, à nous. Nous pourrons transmettre les questions à Yannick si besoin. Voilà, on vous remercie et puis on vous souhaite vraiment une très bonne journée. Super, merci, au revoir.